Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel santé et prévention en partenariat avec la MTRL. Aujourd'hui, on s'intéresse plus spécialement à l'hypnose qui a incontestablement le vent en poupe depuis quelques années. Et pour nous en parler avec nous sur ce plateau, le docteur Jacques Fumex, bonjour. Bonjour. Et puis avec nous aussi, bien sûr, Romain Migliorini, le président de la MTRL. Bonjour. Bonjour. Alors, Romain Migliorini, c'est encore pour quelques jours la période des vœux. Quels sont vos vœux pour 2016? Toujours Les plus vœux, de prévention santé? Oui, c'est toujours la prévention santé, c'est l'ADN de la MTRL, bien entendu, et puis souhaiter des vœux de bonne santé pour l'ensemble de la population. Je crois que ça fait partie de nos messages à passer, mais je pense que l'émission d'aujourd'hui sur l'hypnose, c'est toujours d'être à l'écoute des gens, être à l'écoute, de pouvoir les aider, et qu'ils puissent se prendre en charge sur leur santé, et qu'ils deviennent leurs propres médecins. On rappelle quelques temps forts de la MTRL en 2016. Les temps forts ont été, c'était le 50e anniversaire de la MTRL, notamment ce forum qu'on a fait au mois de mai dernier sur un jour et demi sur la prévention santé, où on a eu 19 praticiens qui sont intervenus. Sur cette année qui vient, alors 2016? Cette année qui vient, il y a quand même déjà l'Assemblée Générale, il y a aussi une réunion réflexe prévention santé, et sur un sujet qui n'est pas encore tout à fait finalisé, on va s'occuper des personnes de plus de 60 ans pour aider à ce qu'elles restent chez elles le plus tard possible. Alors, aujourd'hui, on parle plus spécialement de l'hypnose. Est-ce que vous êtes un adepte de l'hypnose, Romain Migliorini? Je crois que oui. Je crois que oui. Je pourrais dire que oui, je suis un adepte de l'hypnose parce que je pense que... Et qu'est-ce qui vous a séduit et intéressé? D'abord parce que j'ai toujours été ouvert sur tout ce qui est nouveau et tout ce qui n'est pas traditionnel en définitive. Cette ouverture nous permet de voir l'avenir tout à fait différemment que si on reste fermé, si on va voir son médecin pour réparer la voiture avec des cachets. C'est pas possible. Et souvent, on n'a pas besoin de médecin. On peut soi-même se prendre en charge. Et je souhaite que les gens se prennent en charge. Alors, on va voir ça dans le détail avec le docteur Jacques Fumex. Alors, vous êtes gastro-entérologue de formation. Hein. Vous avez derrière vous 25 ans de pratique hospitalière, notamment à Saint-Joseph, mais aussi de pratique libérale. Vous avez aussi une formation donc hypnothérapie. Comment vous avez venu cet intérêt pour l'hypnose? Je pense qu'au départ, il y a une prise de conscience, une curiosité, une prise de conscience que beaucoup de personnes ont des stress intérieurs, que la médecine traditionnelle ne soulage, calme et ne guérit pas. Je crois que le point de départ, c'était ça. Beaucoup de personnes dont... mes premières réflexions quand j'ai été installé, ça fait 35 ans, c'est de me dire telle personne elle va aller mieux, mais c'est pas à cause des médicaments, c'est parce qu'elle a pu exprimer quelque chose. Et donc l'hypnose, j'ai eu l'impression que ça me sortait d'un enfermement, que ça me permettait d'avoir des pistes de soins, de guérison même, au-delà du cadre scientifique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes au total qui sont dans cet état, qui ne sont pas bien, mais sans être malades en tant que telles. Exactement. On estime que pratiquement 2/3 des gens qui consultent en médecine de ville n'ont pas de maladie vraie, mais un désordre d'ordre émotionnel et qui ne sont pas forcément bien traités par les médicaments, soulagés mais pas forcément guéris. Alors, comment est-ce qu'on devient hypnothérapeute, tout simplement? Comment est-ce qu'on se forme? Alors, on se forme, il y a des... moi, j'ai rencontré Jean Gaudin, qui était un médecin psychiatre de Paris, qui est un de ceux qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France, donc c'était dans les années 60. Et j'ai été formé avec lui, il organisait des formations à l'époque. Depuis, les choses se sont structurées, il y a des instituts ou des sociétés d'hypnose qui sont affiliées à la Confédération francophone, qui assure, qui donne une sécurité de qualité avec une charge d'éthique, avec des critères pour les formations, au moins 300 heures, et réservé aux soignants. Ça ne veut pas dire que les autres sont mal formés, mais donc il y a des critères. Alors je disais au début, l'hypnose est très en vogue depuis quelques années, mais si on recherche ses racines, on peut remonter loin, très loin. Alors on a trouvé des traces de la pratique d'hypnose chez les Phéniciens, donc 6000 ans avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens, les Grecs, les Inuits, un peu partout. Et comme je disais, dans les grottes de Lascaux, il y a des dessins qui évoquent quelqu'un, peut-être un chaman en transe, peut-être en train de visualiser où sont les troupeaux de gibier. Donc ça tient simplement au fait que c'est quelque chose qui est naturel, et ça on ne le sait pas depuis très longtemps par contre. C'est les appareils modernes, notamment le PET scan et l'IRM fonctionnel, qui ont permis de démontrer que l'hypnose était un mode de fonctionnement naturel. Donc toutes les 1h30, 2 heures dans la journée, on est en hypnose, qu'on l'identifie ou pas, et souvent on ne l'identifie pas comme tel.
Alors, docteur Jacques Fumeix, d'où vient ce regain d'intérêt pour l'hypnose et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors c'est tout un ensemble de choses. Je pense que c'est les découvertes scientifiques modernes qui ont validé non seulement le fonctionnement hypnotique du cerveau, mais les modifications des charges émotionnelles, notamment sous hypnose. C'est peut-être que les prises en charge médicamenteuses sont arrivées à une espèce de... Les gens sont arrivés à une sorte de saturation, ont voulu autre chose. C'est des raisons économiques qui font que c'est plus économique, tout point de vue, de faire de l'hypnose que de prendre des médicaments. Alors quel est le principe de l'hypnose? Quel est le ressort, j'ai envie de dire? Vous disiez tout à l'heure qu'on passait tous par des stades d'hypnose, qu'on en soit conscient ou pas dans la journée. Voilà, expliquez-nous le principe. C'est un peu comme la respiration, c'est naturel, ça vient tout seul, mais on peut le stimuler, on peut se forcer à respirer, on peut arrêter. Et il y a tout un ensemble de techniques qui permettent de stimuler, d'amplifier cet état. Et dans cet état-là, de gérer les émotions, la douleur, les angoisses, enfin, il y a d'énormes possibilités et il y a beaucoup de domaines d'application de l'hypnose. Alors justement, qu'est-ce que ça soigne? Quels sont les types d'indications Alors je dirais que le domaine qui se développe le plus actuellement, c'est ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie, utilisée par les anesthésistes, qui permet, il y a eu des études en plus qui ont été faites, notamment en Belgique. On sait qu'avec l'hypnose, on utilise moins de produits anesthésiants pour les opérations, on a des durées de séjour moindres, on a une cicatrisation meilleure et les gens sont plus détendus. Donc ça, c'est un domaine. Les autres domaines, c'est tous les désordres émotionnels qui se manifestent par des angoisses, l'irritabilité, dépression, phobie. Stress et compagnie. Stress, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. L'addictologie aussi? Addictologie aussi, oui, bien sûr. Et puis, dans mon domaine, ce qui me concernait plus, ce qu'on appelle les troubles psychosomatiques. C'est-à-dire, par exemple, on a mal au ventre parce qu'on est stressé. Donc, en fait, c'est l'émergence, habituellement, je parle du ventre, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, la tension, les palpitations, c'est l'émergence d'une tension émotionnelle sous-jacente qui a parfois ses racines très, très loin dans le passé des personnes. Alors, on a vu ce qu'on peut soigner avec l'hypnose. A contrario, qu'est-ce que ça ne soigne pas? Ça soigne pas les psychos, ça soigne pas une jambe cassée, par exemple. Ça soigne pas des maladies organiques. Mais ça peut aider à leur prise en charge en gérant la douleur. Ça soigne pas les cancers, mais ça aide les cancéreux à être plus détendus, à avoir moins mal. Il y a énormément de domaines où sans être le traitement exclusif, c'est un complément très utile et très efficace. Alors, comment se passe une séance? Quelle est la durée d'une séance? Alors, combien il faut de séances pour traiter une maladie? C'est bien sûr très, très variable et ça dépend des domaines. En gros, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire rien que le fait de parler d'une certaine façon, d'être plus détendu, ça fait un peu comme un système Wi-Fi, ça détend les gens. Et puis, ce qu'on appelle les séances traditionnelles, d'abord, les gens sont toujours conscients, c'est ni un coma ni un sommeil, et ça se passe par la parole, c'est-à-dire on va demander à la personne, par exemple, de se focaliser sur sa main, sur les sensations physiques, d'imaginer une situation, un souvenir. On sait que le fait d'être dans les 5 sens par imagination et dans un mouvement, on est automatiquement en hypnose. Et on sait que quand on imagine quelque chose, le cerveau fonctionne comme si ça se passait réellement. C'est pas un état de sommeil non plus. Non, c'est ni un sommeil ni un coma. C'est un état très particulier qu'on peut amplifier. Ça touche plus le monde du rêve, de l'imaginaire. Et quand Mesmer, le médecin autrichien qui était venu en France à l'époque de la Révolution, avait fait il y avait une enquête au sujet de son activité. La commission qui comportait les savants de l'époque, dont Franklin Roosevelt, avait dit « Ah, mais c'est de la médecine d'imagination, mais ça marche. Donc la réponse avait été « Pourquoi ne pas faire une médecine d'imagination ?» Et c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle la proférence, c'est-à-dire imaginer quelque chose de possible, c'est créer les conditions pour que ça arrive. Quand vous parliez du stade conversationnel, etc., de l'échange, ça n'a rien à voir pour autant avec la psychanalyse. Non, mais Freud s'est inspiré de l'hypnose. Ce qu'on appelle l'attention flottante de la psychanalyse, c'est une sorte d'hypnose, parce qu'on est un peu dans un demi-conscience où les choses émergent et viennent et au gré de ce qui se produit.
Donc la psychanalyse n'est pas complètement étrangère à l'hypnose. Et Alors l'hypnose se développe aussi bien dans les hôpitaux, les cliniques, qu'en pratique libérale? énormément, oui, énormément depuis quelque temps. En France, par exemple, il y a 35 instituts affiliés à ce qu'on appelle la Confédération francophone. Et dans chaque institut, il y a des spécialistes dans chacun des domaines, douleur, analgésie. Et il y a beaucoup de formations sponsorisées par des mutuelles notamment ou d'autres établissements. Et en hypnoanalgésie, on a un développement très très important actuellement et une grosse demande. Comment bien choisir son hypnothérapeute alors? Alors, il y a les critères, c'est un peu la formation. Donc, il y a dans chaque région, il y a des instituts affiliés à cette CFHTB, Confédération francophone. Oui, parce qu'il y a le risque que n'importe qui s'intitule et se présente comme hypnothérapeute. Un petit peu, où il y a des formations un peu rapides. Enfin, il y a à boire et à manger. Ça ne veut pas dire que les gens formés hors de cette confédération ne sont pas bons, mais il y a moins de sécurité. Donc il faut que ce soit quelqu'un de la Confédération que vous venez de... Voilà. Et à Lyon, il y a ce qu'on appelle l'Institut Milton Erickson de Lyon, qui fait partie de cette confédération et qui peut au moins donner des renseignements et orienter vers des gens dont on sait que la formation est fiable. Il n'y a pas de diplôme reconnu? Non, mais il y a 10 diplômes universitaires. Il y en a un à Paris, à Dijon, et là, on est en train d'essayer d'en créer un à Lyon. Alors c'est un petit peu théorique, mais ça donne quand même un statut officiel avec une sécurité universitaire. C'est théorique parce que la base quand même de... Donc là on a moins de chances de tomber sur un charlatan. Oui, bien sûr. Simplement, savoir, ça ne veut pas dire savoir-faire. Donc souvent ces DU comportent beaucoup de théorie, peu de pratique. D'où l'intérêt des autres instituts qui cherchent à valider. Il y a déjà un certificat francophone qui est validé et on cherche à valider ça au niveau européen et international par les sociétés correspondantes. Quel type de clientèle vous rencontrez souvent des gens ouverts, mais il y en a de plus en plus, et puis des gens globalement stressés, en recherche. L'objectif étant quand même d'autonomiser ces personnes et de leur apprendre à le faire eux-mêmes, ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Donc derrière cette pratique, il y a aussi un état d'esprit, d'ouverture et de bienveillance. D'accord. Merci beaucoup Romain Migliorini en 10 secondes. C'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Ça pourrait l'être par la NTRL? On travaille là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va suivre, mais on est très ouvert. Et je dirais, nous avons tous le pouvoir de changer notre chaîne intérieure pour nous brancher sur le canal du bonheur. Et je dirais, je prends en même ma santé. Très bien. Merci à vous deux d'être venus pour parler de l'hypnose. On se retrouve dans un mois pour parler à nouveau de santé prévention. Merci, au revoir. Merci.